Alors, cette fois-ci, j'aimerais bien vous parler d'une des vicissitudes de la psychopathologie de l'amour et du couple concernant plus particulièrement les femmes aujourd'hui. Pour un type de relation féminine aujourd'hui, un type de femme dans sa relation avec l'amour et avec le couple. Alors, nous savons qu'en psychanalyse, et comme en littérature, d'ailleurs la littérature peut nous apprendre énormément, comme le cinéma, le théâtre, l'opéra, les grandes tragédies, les grands drames, peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur les structures psychopathologiques chez l'être humain. Et ils peuvent nous apprendre ça parce que les cas sont traités sous la forme d'une fiction, c'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe exactement pour un sujet ou dans un couple en particulier, mais même si c'est présenté comme ça, dans un film ou dans un conte, dans un roman, et ce qui compte, c'est la structure des relations, ce qui se passe, n'est-ce pas, comment chacun agit à sa place et à sa façon, n'est-ce pas, concernant tel ou tel sujet, telle ou telle problématique. Et donc, à l'inverse, quand on va essayer de construire quelque chose comme ça et qu'on veut présenter un cas ou une série de cas, et en psychanalyse, nous devons à un moment ou à un autre créer des fictions, inventer un peu, mais à partir des données qu'on reçoit de la clinique de tous les jours, n'est-ce pas? Et donc il y a parfois et ça c'est une question aussi des sciences, hein, la relation avec la science et la psychanalyse, c'est jusqu'à quel point on peut généraliser certaines choses, et on voit que oui, d'une certaine façon, on peut mettre ensemble plusieurs cas qui ont des traits communs et créer un seul qui puisse représenter tous ces cas-là. Donc il y a bien des traits communs dans la particularité de chaque cas, dans la singularité de chaque situation. Il y a bien des traits communs et où on peut identifier comme ça des types. Et quand on va traiter de ces typologies, on peut on doit même construire des cas comme ça. Le cas, il est construit aussi bien, non seulement par les données de l'expérience de la clinique, mais aussi par le clinicien, par le chercheur, par le psychanalyste qui réfléchit et qui écrit. Voilà, donc dans ce sens-là, nous allons construire ensemble un cas qu'on peut appeler Eugénie. Eugénie, c'est une jeune... Alors, est-ce qu'elle existe, Eugénie? Elle peut exister, elle existe évidemment d'une certaine façon, n'est-ce pas? Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle existe dans les problématiques qu'elle vit au quotidien. Alors, Eugénie, donc, c'est une jeune femme. Ah, ça, c'est clair, c'est une jeune femme célibataire, une jeune femme de nos jours. On peut dire, à la limite, on peut inventer et dire que, par exemple, elle vit dans une péniche avec d'autres célibataires. Pourquoi pas? Donc, on peut considérer que sa névrose est d'ordre hystérique, oui, et que ces symptômes ont des clairs traits pervers. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de cette vicissitude concernant l'amour chez les femmes, où l'amour se trouve sacrifié, où il y a un sacrifice qu'une femme opère concernant une partie de son existence, et cette partie de son existence, c'est l'amour, et qui va ensemble avec
charge exagérée du sexuel, où il y a une masculinisation du désir chez ces femmes-là. Donc, les clairs traits pervers, les germes pervers, se trouvent chez ces femmes-là dans leur relation avec les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer chez elles? Une exagération à outrance des relations de séduction, dans tous les domaines de la vie, dans la vie sociale, professionnelle, amicale, etc. Ça, c'est une chose, grande exagération dans les attitudes de séduction. Une autre, c'est la recherche aussi exagérée, permanente ou presque permanente de la jouissance sexuelle, aussi bien fantasmée qu'accomplie, qu'agie, n'est-ce pas? Donc il y a une érotisation, si vous voulez, des relations générales et une recherche particulière de la jouissance sexuelle. Tout cela, donc nous avons là déjà deux traits. Troisième trait, tout cela va au détriment de l'épanouissement dans l'amour. Même si elle idéalise énormément l'amour, même si elle rêve de vivre l'amour, elle le vit parfois, mais de façon complètement exagérée et souffrante, d'une façon où elle souffre énormément. Quatrième élément, une inversion, même si elle reste hétérosexuelle et que ces relations sont hétérosexuelles, il y a quand même une inversion du rôle sexuel, mais dans l'expression du désir. Juste à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'elle a des relations homosexuelles. Non, c'est qu'il y a une masculinisation de l'expression du désir dans les approches de séduction. C'est-à-dire que la séduction, non seulement elle est généralisée et importante, permanente, etc., mais elle est aussi masculinisée dans ce sens que les approches des séductions sont agressives, sont à son initiative, comme s'il s'agissait d'un homme. Et voilà, et qu'en même temps, cela se passe non seulement dans le domaine de la séduction, mais aussi dans les vécus quotidiens du couple, aussi bien ça. Et deux autres traits encore, une impossibilité ou un manque de stabilisation dans la relation amoureuse, dans la relation de couple. Mais elle rentre dans une relation de couple, bien sûr, elle construit ça, très bien, mais il y a à un moment ou à un autre la confrontation avec des ruptures, avec des relations passionnelles, des va-et-vient, des ruptures-réconciliations, des réconciliations-ruptures, etc. Et aussi donc un double discours parfois, une double vie, secret et mensonge, même si elle aime la vérité. Bon. Donc, voilà à peu près ces traits pervers où Eugénie, elle se montre perfide et d'une exigence redoutable, d'une exigence insatiable. En termes de personnalité, en termes de réactions émotionnelles et affectives, elle est aussi extrêmement, parfois, colérique. Elle explose dans des crises de fureur, ça peut arriver. Des crises de fureur, des colères très théâtrales, accomplissant parfois des actes dramatiques, qui pointe vers les tragiques, mais seulement en tant que menace, en tant qu'ébauche lointaine. Voilà. Et autre chose qui est curieuse, c'est une hyperdépendance du sexuel, qui se faufile plutôt
dans les intérêts personnels, dans les goûts artistiques, dans les préférences culturelles, dans les discours courants, dans les relations avec les autres en général, dans ses rêveries diurnes, et ainsi de suite. Tout ça l'amène à créer des conflits de temps en temps avec les autres, même si au niveau de l'amitié ou de la sociabilité, elle est très posée, stable, bien, disons, adaptée, normale, quoi. Mais de temps en temps, dans les relations comme ça de couple, dans les relations d'amour, dans les relations sexuelles suivies, là, il peut avoir des moments, des conflits fréquents et explosifs, très explosifs. Donc, il y a une double position chez Eugénie. Et donc, d'une part, d'un côté, c'est une double position très contradictoire, mais très très contradictoire. Parce que, d'une part, il y a une peur panique, une position phobique contre tout ce qui peut représenter ce qu'elle considère comme étant la domination masculine. Elle imagine qu'il existe une domination masculine dans les couples, dans la société, n'est-ce pas? Et donc elle doit surtout pas succomber à ça, elle doit se révéler. Elle a une peur panique de ça. Elle a une phobie de ça. Très bien. Que ça pourrait nous amener, n'est-ce pas, à considérer, voilà, qu'elle est dans une position de libération, n'est-ce pas? De libération de la femme, etc. Mais, d'autre part, il y a une tendance à prêter son corps comme, selon ces termes, hein, comme un trou sans fond. Comme un trou sans fond. Comme un terrain vague pour la satisfaction sexuelle d'une série grandissante d'hommes qui sont séduits par sa beauté. C'est-à-dire que d'un côté, elle essaye de surtout pas succomber à la domination masculine, et de l'autre côté, elle va dépendre, elle va chercher et va dépendre énormément des hommes des passages. D'un côté, une volonté de libération du joug masculin, mais d'un autre, une nette dépendance du sexuel. C'est très curieux, hein? C'est rébellion et de l'autre côté, hyperdépendance. Très très curieux. Bon, donc les traits de perversion d'Eugénie, il ne s'agit pas d'une perversion sociale, donc ce n'est pas dangereux, là, parce que on sait que dès que la perversion, le mécanisme pervers, même si ce n'est pas une véritable perversion, mais les traits de perversion qui peuvent exister chez un être humain, chez un sujet névrosé par exemple, quitte le domaine du sexuel, là on peut considérer qu'il y a danger. Mais tant que ça reste dans le domaine du sexuel, ça peut faire souffrir énormément le sujet, ça peut le confiner, ça peut rétrécir sa sexualité, ça peut dominer sa sexualité, l'inhiber à un certain point, même si sur d'autres points on peut imaginer que c'est une ouverture incroyable, que c'est une jouissance terrible, que c'est une, n'est-ce pas, une libération. C'est juste de l'apparence, ça. D'un autre côté, donc, il y a un enfermement terrible. Mais donc, les traits des perversions d'Eugénie concernent sa vie sexuelle, évidemment, qui est vécue exclusivement avec des hommes. Même s'il y a des thèmes d'inversion, mais qui restent dans les fantasmes, où là, elle peut être dominée par des femmes. C'est-à-dire que la domination ne peut pas être masculine chez elle. Elle doit contester la domination masculine. En revanche, la domination féminine, là oui, elle pourrait à la limite, ça peut être un élément auxiliaire pour son fantasme.
la domination féminine d'une femme sur une autre. Ça pourrait se faire éventuellement. Parce que, en fait,